Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les acides et les bases. Alors, les solutions aqueuses, puisqu'on va parler de solutions aqueuses, sont évidemment des solutions où le solvant est l'eau, et dans ces solutions aqueuses, depuis la classe de 3e, vous avez appris qu'on les classe souvent en solutions acides ou basiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solution acide? Ce qu'on a appris dans les petites classes, c'est une solution qui a un pH compris entre 0 et 7, et une solution basique, c'est une solution qui a un pH compris entre 7 et 14. Alors ce pH est une échelle qui typiquement varie de 0 à 14, avec un point de neutralité, 7. 7 c'est le pH de l'eau pure, de l'eau distillée. Et ces solutions aqueuses, si on dessine la molécule d'eau, H2O en format de Lewis, on se rend compte en fait que cette molécule, elle va pouvoir échanger ou capter des protons, c'est ça qu'on appellera une solution acide ou basique, une solution qui peut échanger des protons H+. Si elle capte un proton, si elle s'accroche à un proton H+, eh bien elle va former l'ion oxonium. L'ion oxonium c'est l'ion H3+. Eh bien, une solution qui sera acide sera une solution qui contient beaucoup d'ions H3+. Au contraire, si la molécule d'eau qu'on avait initialement au départ perd un proton, si on lui retire ce H, elle se transforme en l'ion hydroxyde HO-. Et donc une solution basique, c'est une solution où il y a surtout des ions HO-, qu'on appelle des ions hydroxydes. Alors ces solutions-là, elles nous ont conduit à arriver à la définition du pH. Alors ce qu'on appelle le pH, le potentiel hydrogène, pH c'est les abréviations de potentiel hydrogène, eh bien, c'est une définition qui a été élaborée par un chimiste danois qui s'appelait Sorensen, et il a défini le pH ainsi. Il a dit que le pH, c'était moins le logarithme décimal de la concentration des ions oxonium, c'est-à-dire les ions H3O+, divisé par une concentration de référence C0. Alors c'est un nombre sans dimension, c'est-à-dire sans unité, le pH, pH 1, pH 3, pH 4, il n'y a pas d'unité. Et ce pH nous permet donc de classifier les solutions en acide ou basique. Mais le problème, c'est que si on avait laissé les concentrations en mol par litre, eh bien, comme ce serait le cas ici, on aura une unité au pH. Pour éviter ça, comme les concentrations sont en mol par litre, on divise ici par une concentration de référence qui vaut 1 mol par litre. Et de la façon suivante, vous voyez que les unités, elles se simplifient, et donc on a un pH sans dimension. Alors après, dans les livres, vous allez souvent trouver la définition suivante. pH, c'est moins log de simplement la concentration H3+, et ne pas mettre l'unité, mais en toute rigueur, il faut diviser par le C0, sinon le pH aura une unité. Alors la fonction logarithme, vous la verrez en maths, si vous ne l'avez pas déjà fait, le logarithme de x, c'est tout simplement le logarithme népérien de x divisé par le logarithme népérien de 10, ce qu'on appelle le logarithme en base 10, qui s'écrit log. Alors c'est une touche, log, que vous trouverez sur votre calculatrice pour effectuer des calculs. Eh bien la fonction réciproque du logarithme, c'est la fonction 10 puissance. Donc si vous voulez calculer directement la concentration des ions oxonium dans une solution aqueuse, eh bien vous faites 10 puissance moins pH. Et vous tapez ça sur une calculatrice et vous avez directement la concentration des ions oxonium dans une solution en connaissant le pH, donc le fameux potentiel hydrogène. En réalité, c'est potentiel, concentration des ions H+, qui est caché derrière. Alors il faut savoir qu'en toute rigueur, le pH, il est défini comme l'activité, moins le logarithme de l'activité chimique. On verra dans un chapitre un peu plus loin ce qu'est l'activité, mais il faut savoir que l'activité ici, elle s'identifie à la concentration molaire. Je rappelle que la concentration est en mol par litre dans les solutions. Alors le pH, c'est une grandeur logarithmique. Alors une grandeur logarithmique, qu'est-ce que ça veut dire, de par sa définition? Ça veut tout simplement dire, comme c'est écrit ici, que si une solution est 10 fois plus acide, 10 fois plus concentrée, alors son pH diminue d'une unité. Si au contraire elle est 100 fois plus acide, le pH est diminué de 2 unités. Si elle est 1000 fois plus acide, son pH est diminué de 3 unités, etc., etc. On peut le montrer rapidement, puisque la concentration en H3O+, par définition, on vient de l'écrire, c'est 10 puissance moins pH. Si on a une nouvelle concentration en H3O+,
qui serait diminuée, d'une unité. Elle vaudrait donc 10 puissance moins pH moins 1. Les propriétés des puissances font qu'on peut distribuer les exposants. Et donc le logarithme ici, on reconnaît que c'est 10 puissance moins pH fois 10 puissance 1. Et ça, c'est bien la concentration initiale de la solution en H3O+. Donc ça veut dire que si on a une solution qui a un pH diminué d'une unité, on a bien multiplié sa concentration, pardon, j'ai mis un prime ici, par 10. Donc on arrive comme ça à classifier les solutions aqueuses. Donc on peut tester différentes substances, ce qu'on peut faire en TP. Par exemple, ce qui est intéressant de retenir, c'est par exemple les extrémités. Savoir que la solution la plus basique, par exemple, c'est la soude, qu'on appelle aussi l'hydroxyde de sodium, donc qui a un pH de 14, donc très très basique. L'acide chlorhydrique, au contraire, il est à l'opposé, solution très 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 acide. Et au milieu, tout pile, on a l'eau pure, c'est-à-dire l'eau distillée. Il faut se souvenir aussi d'un point de vue de la dangerosité. On a souvent en tête que les acides sont très dangereux. Certes, les acides forts sont très dangereux, évidemment pour la peau, pour le contact avec les yeux, mais les bases le sont tout aussi, si pas plus. Donc il faut surtout penser, dès qu'on est en fait dans les extrêmes, il y a une notion de dangerosité. Alors un petit exercice pour appliquer ce qu'on vient de voir. Déterminer le pH d'une solution S1 de concentration en ion H3O+ égale à 5,10-3. Donc tout simplement, on applique la définition. pH, c'est moins log de la concentration en H3O+, sur la concentration de référence C0, mais comme elle vaut 1, finalement, c'est tout simplement moins le logarithme décimal de 5,0 fois 10 puissance moins 3. Il suffit de prendre sa calculatrice et de taper ça, et on trouve avec un chiffre significatif un pH de 2,3, un nombre sans unité, c'est une solution acide puisque son pH est inférieur à 7. Deuxième petite question, c'est l'inverse. On vous demande de déterminer la concentration des ions oxonium H3O+, dans une solution aqueuse de pH 10,8. Voilà, on applique l'autre définition. La concentration en H3O+, c'est égal à 10 puissance moins pH. Donc, on tape sur sa calculatrice 10 puissance moins 10,8. Quand on fait ça, pareil avec un chiffre significatif, on trouve 1,6 fois 10 puissance moins 11. On n'oublie pas l'unité, puisque c'est une concentration en mol par litre. Voilà pour ces petits exemples. Alors, comment est-ce qu'on mesure le pH? Eh bien évidemment, il y a des instruments de mesure. Alors, le plus connu, qu'on utilise souvent, par exemple pour contrôler le pH de sa piscine, c'est le papier pH. Donc c'est un indicateur coloré universel. La bandelette de papier change de couleur en fonction du pH de la solution. Une solution basique, très basique, à un pH autour de 13-14, elle apparaîtra bleue, alors qu'une solution très acide, elle sera plutôt dans les rouges, neutre plutôt dans les jaunes. On a un instrument plus précis que vous utiliserez en TP, c'est le pH mètre, donc un appareil qu'il faut étalonner, on verra comment en TP, qui nous donne directement de façon numérique la valeur du pH. Évidemment, avec des incertitudes, le papier pH étant très approximatif, pH mètre étant plus précis s'il est bien étalonné. On arrive maintenant à la deuxième partie de ce cours, donc à savoir les réactions acido-basiques. Alors c'est une théorie qui a été développée par le chimiste Brønsted, un chimiste danois. Il avait lui-même repris des idées d'un chimiste Arrhenius, et il a défini les acides et bases de la façon suivante. Alors qu'est-ce qu'on appelle acide? Eh bien, ce qu'on appelle un acide, donc dit de Brønsted, sous-entendu selon sa définition, c'est une espèce chimique qui est capable de libérer un ou plusieurs protons H+. Et au contraire, une base, c'est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs protons H+ en solution. Alors, on l'écrit comme ça, ou on le retient, acide c'est un donneur de protons H+, base c'est un accepteur de protons H+. Pourquoi H+, on dit que c'est un proton, et pas simplement l'ion hydrogène? On peut dire les deux, c'est tout à fait juste. Juste pour rappel, si on écrit l'hydrogène, qui est le premier élément du tableau périodique, il a un seul proton dans son noyau, c'est Z égale 1. Si vous écrivez sa structure électronique, comme il a H+, a perdu un électron, sa structure électronique, en fait, c'est un S0.
à l'ion H+. L'atome, hein, si on écrit sa structure électronique, on a un S1. Comme ça devient un cation positif, il a perdu un électron, un S0, ça veut dire qu'il n'a donc plus d'électrons. La seule chose qui lui reste dans son noyau, c'est juste un proton. C'est pour ça qu'on l'appelle le proton, tout simplement. Alors, on a dit un acide, c'est une espèce capable de libérer un proton H+. Donc on écrit ça comme ça. AH, ça veut dire A, c'est quelque chose, hein, pour acide. C'est une espèce qui contient différents atomes et qui a au moins un H détachable, qui se transforme en A- plus H3O+. Plus H+, pardon, excusez-moi. Au contraire, une base, c'est une espèce qui va capter, hein, s'associer, fait capter symbolisé par ce plus, pour reformer un acide. Alors en fait, l'un ne va pas sans l'autre. On parle de couple acido-basique ou couple acide-base, et on dit que ce sont des espèces conjuguées. L'acide a une base conjuguée ou la base a son acide conjugué. Et ils vont ensemble par ce qu'on appelle une demi-équation acido-basique. C'est une équation qui modélise ce transfert de proton H+. L'acide libère le proton H+, pour former sa base. Ça s'appelle une demi-équation électronique et on l'écrit toujours comme ça. L'acide, par convention, hein, est écrit à gauche, / la base écrite à droite. Donc dès que vous voyez un couple écrit comme ça, vous savez forcément que l'acide, c'est l'espèce de gauche et la base, c'est l'espèce de droite. C'est une convention. Ils sont reliés par soit un signe égal, soit une double flèche qui veut dire que la réaction, en fait, elle peut aller dans les deux sens. Alors quelques exemples, c'est souvent bien plus parlant. Donc quelques exemples ici de couple acido-basique et donc de demi-équation. Par exemple, l'acide méthanoïque avec sa base conjuguée, l'ion éthanoate. Donc voici ce qu'on pourra appeler de AH, vous voyez, AH, et puis la base conjuguée A-. Donc on l'écrit tout simplement l'acide méthanoïque, donc HCOOH, qui va libérer son proton H+, et qu'est-ce qui va rester? Il va rester la base conjuguée HCO-. Là, j'ai écrit la demi-équation acide-base entre l'acide méthanoïque et l'ion méthanoate. Ensuite, on fait pareil pour les autres. Donc là, vous avez le couple CO2H2O, HCO3-. Donc, il y a CO2 plus H2O, c'est comme si c'était une espèce. Hein. C'est un acide parce que c'est écrit à gauche. Il va se transformer en H+, plus HCO3-. Toujours vérifier à la fin qu'on a une équation ajustée, c'est-à-dire qu'on a autant d'éléments hydrogène à gauche qu'à droite, carbone à gauche qu'à droite, et que les charges aussi sont bien équilibrées. L'ion hydrogénocarbonate et l'ion carbonate, donc là c'est pareil, hein, on a HCO3- en équilibre avec H+, plus CO3-. Voilà. On vérifie rapidement l'équilibre des charges. Il y a un moins à gauche. On doit donc trouver aussi un moins à droite. Il y a un plus pour le H+, et 2 moins, ça fait bien 1 moins. On a bien un équilibre au niveau des charges, et si vous vérifiez au niveau des atomes, c'est pareil, c'est équilibré. Le couple NH4+, l'ion ammonium, il libère son proton, et qu'est-ce qui reste comme base conjuguée? L'ammoniac NH3. Donc là, on a écrit les couples acide-base dans leur demi-équation électronique. Alors comment maintenant sont structurés ces acides et ces bases? Alors la structure d'un acide au sens de Bronsted fait apparaître ce qu'on appelle des liaisons polarisées. Là, si vous ne vous souvenez plus du tout ce que c'est, on le rappelle rapidement, mais je vous engage à revoir le cours de première. Entre un atome d'hydrogène et un autre atome plus électronégatif. Je vous rappelle que l'électronégativité, on la note qui, et en fait, c'est la tendance naturelle qu'a un atome à attirer à lui les électrons. Par exemple, dans ces molécules-là, on regarde si les liaisons sont polarisées ou pas. Si vous regardez le tableau des électronégativités, une liaison par exemple carbone-hydrogène, c'est pratiquement pas polarisé. Un tout petit peu vers le carbone, c'est-à-dire le carbone il tire un tout petit peu plus les électrons à lui que l'hydrogène, mais en gros on considère que comme l'électronégativité du carbone c'est pratiquement la même que l'électronégativité de l'hydrogène, on peut considérer que cette liaison n'est pas polarisée. Au contraire, une liaison OH, l'électronégativité de l'oxygène, elle est vraiment
plus grande, l'oxygène attire beaucoup plus à lui les électrons que l'hydrogène. Résultat, on peut dire que cette liaison, elle est polarisée. Des fois, on le note comme ça, comme c'est noté ici, avec une flèche. La différence d'électronégalité est supérieure à 0,4, donc c'est une liaison polarisée. Et bien, on a ce critère-là. Si on a des liaisons polarisées avec l'hydrogène, eh bien, un de ces hydrogènes peut être labile, c'est-à-dire peut être finalement cassé et libéré. Donc cette molécule-là, H3O+, ça peut être un acide parce qu'une de ces liaisons-là est polarisée au minimum, et donc il peut y avoir une rupture de la liaison. Tout comme ici, on a une liaison polarisée entre O et H. Là, ce H peut se briser, donc il y a un proton qui peut partir. Ici, c'est la même chose, alors n'importe lequel des trois, hein. Et puis, donc on peut avoir vraiment ce qu'on appelle un acide de Bronsted. Qu'est-ce que c'est qu'une base du coup? Une base, ça va être une espèce chimique qui va comporter souvent un atome d'oxygène ou d'azote et qui va porter un ou plusieurs doublets non liants susceptibles de combler une lacune électronique. Et quelle lacune électronique? Celle de l'ion hydrogène, puisque une équation acide-base, c'est un échange de protons. Je vous rappelle que si on écrit le schéma de Lewis de l'ion H+, l'ion hydrogène, c'est celui-là. Il a une lacune à combler. Si vous voyez par exemple l'ion H-, l'ion H-, il a 3 doublets non liants. Il y en a un qui peut aller se fixer ici, qui peut se fixer dans, dans la lacune électronique. Et donc on peut avoir, alors j'ai juste agrandi ça, voilà, on peut avoir H3O+ qui se forme. Si ça se fixe dans la lacune, là vous avez l'ion oxonium, H3O+, qui s'est formé. De la même façon, ici, vous voyez, pour la méthalamine, il y a un doublet non liant. Ce doublet non liant peut aller se fixer dans la case vide, ce qu'on appelle la lacune électronique, et ainsi former l'acide conjugué de cette base. Certaines espèces ont des petites propriétés un peu particulières, notamment l'eau. C'est ce qu'on appelle des espèces amphotères. Alors il y a des espèces comme l'eau, l'amphotère le plus célèbre, qui ont à la fois un rôle d'acide et de base en fonction du couple dans lequel elles se trouvent. Par exemple, H3O+, /H2O, on voit que l'eau est écrite à droite, c'est donc une base. Au contraire, dans ce couple-là, l'eau est écrite à gauche, c'est donc un acide. On a donc une espèce, H2O, qui peut être à la fois une base ou à la fois un acide, ça dépend dans quel couple on la considère, et une espèce comme ça porte un nom, ça s'appelle une espèce amphotère, c'est l'adjectif, ou un ampholyte. D'accord? Donc par exemple, si on écrit la demi-équation associée, H3O+, s'il libère un proton H+, eh bien, il va se transformer en H2O, c'est-à-dire sa base conjuguée. Mais l'eau elle-même, H2O, si elle libère un proton H+, elle se transforme en une base conjuguée qui est H-, l'ion hydroxyde. Donc voilà ce qu'on appelle une espèce amphotère, c'est une espèce qui peut être à la fois acide dans un couple, ici, ou basique dans un autre. Voilà les deux caractères. Alors on en rencontre quelques-uns. Donc il y a l'eau, il n'y a pas que l'eau, il y a l'acide carbonique. Alors l'acide carbonique, c'est aussi une espèce amphotère. Si vous regardez les couples, donc je les ai écrits ici, si on regarde les couches, c'est HCO3-, ici c'est une base, alors qu'ici c'est un acide. Donc là pareil, il y a les deux demi-équations possibles. Donc c'est une espèce qui a les deux caractères, c'est une espèce amphotère. Mais alors pourquoi c'est intéressant de parler de l'acide carbonique, H2CO3, c'est-à-dire juste celui-là? Parce qu'en fait, si dans l'atmosphère, il y a du CO2 qui est rejeté, et ce CO2 va réagir avec l'eau pour former cet acide carbonique qui, par définition, est un acide. Il est bien écrit à gauche dans ce couple-là. Et il a un proton labile, un proton qui peut être arrachable. Alors ça, c'est un problème puisque ça acidifie les océans. Ça acidifie l'eau. Si vous laissez un verre d'eau distillée, donc de l'eau pure, pH 7, si vous le laissez sur une table pendant quelques heures, vous allez voir que son pH ne sera plus à 7, il sera plus bas, il va devenir acide, dans les 6 et quelques, parce qu'il va réagir avec le CO2 ambiant et former un peu d'acide carbonique. Alors si évidemment, c'est ce qu'on vous présente dans le document qui est juste en dessous,
si on rejette beaucoup de CO2, ces fameux gaz à effet de serre, eh bien, ce CO2 peut réagir avec l'eau de pluie, mais aussi l'eau des océans, et acidifier les océans, ce qui menace l'écosystème de son équilibre. Donc c'est relativement dangereux. Le sang, alors le pH du sang, il doit toujours être compris, alors ça c'est une propriété vraiment très importante pour la santé, le pH du sang il doit être compris entre 7,35 et 7,45, vous voyez, pas beaucoup de marge de manœuvre. S'il est plus bas ou plus élevé, il y a de très très grands risques pour la santé. Donc ces fameux ions, HCO3-, pardon, ces ions ont un rôle un petit peu particulier, c'est-à-dire que là ils vont agir, on le verra un peu plus tard, comme solution tampon, c'est-à-dire pour réguler le pH sanguin et faire qu'il soit toujours contenu dans ces zones-là. Sinon, problème très important pour l'organisme. Alors, on a aussi les acides carboxyliques et les amines. Donc, je vous rappelle que les acides carboxyliques, on les avait déjà vus en première. Donc, comme son nom l'indique, c'est des acides. Pourquoi ? Si on prend un exemple, celui-là, regardez, l'acide éthanoïque, c'est ce qu'il y a dans le vinaigre, qu'on appelle aussi l'acide acétique. Je rappelle que aceto en italien, c'est le vinaigre. Et bien, vous voyez qu'on retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire une liaison polarisée, ici, OH, avec un atome très électronégatif, l'oxygène, et donc ce H, il va être labile, il va être arrachable, et on a bien donc une espèce du type AH/A-, avec un H+, ce qu'on appelle l'ion éthanoate, qui est libéré la base conjuguée. Donc, les acides carboxyliques sont, comme leur nom l'indique, des acides. A contrario, les amines. Alors qu'est-ce que c'est qu'une amine ? Eh bien, notamment les amines primaires, on verra un peu plus en détail quand on fera de la chimie organique les différentes familles, mais les amines sont des espèces du type RNH2. Alors R avec un groupe, une chaîne carbonée, et puis ici il y a un doublet non liant. Et ce doublet non liant peut se fixer dans le proton H+, qui, rappelons-le, a une case vacante et donc peut former un acide conjugué. Donc ces espèces-là, ces amines, sont des bases au sens de Bronsted. Par exemple, vous voyez que celle-ci, si vous lui rajoutez le H+, elle se transforme en celle-là. Ce qu'on appelle triméthylamine ou celle-ci. Enfin, c'est la même chose, pardon, en formule semi-développée. Voilà pour les amines. Alors maintenant, partie très importante, c'est les réactions acido-basiques. Jusqu'à présent, on avait parlé de demi-équations. Tout à fait logiquement, pour avoir une vraie équation acide-base, il va falloir qu'on ait deux demi-équations et faire la somme. Donc qu'est-ce que c'est qu'une réaction acido-basique ? C'est une réaction où il y a eu transfert de protons entre l'acide d'un couple et la base conjuguée d'un autre couple. Et évidemment, elles vont former les espèces conjuguées. Alors, l'acide 1, comme c'est indiqué sur finalement cette équation, l'acide 1 réagit avec la base 2 pour former quoi ? Pour former cet acide 1 se transforme en sa base conjuguée, et cette base ici se transforme en un acide conjugué. Alors il existe une méthode très simple, si on la suit rigoureusement, on ne peut pas se tromper pour écrire les équations acide-base. Donc on va voir tout de suite avec un exemple, c'est quand même beaucoup plus parlant. Alors si vous appliquez vraiment cette méthode de façon rigoureuse, je pense qu'on ne peut pas trop se tromper. Donc allons-y, voilà un petit exemple. Donc on vous dit écrire la réaction modélisant la transformation chimique entre l'acide méthanoïque et l'eau. Et puis on donne les couples. Première chose à faire, c'est de se faire soit mentalement, soit de le dessiner vraiment, un petit schéma, et de se dire qu'est-ce qu'on a vraiment dans le bécher comme espèce. Là j'ai l'eau, donc H2O, et puis j'ai l'acide méthanoïque, HCOH. Première méthode, j'écris mes couples et j'entoure ce que j'ai vraiment dans le bécher. HCOH, H2O, je les ai entourés. Ensuite, j'écris à gauche les espèces que je viens d'entourer. Donc j'ai entouré HCOOH et j'ai entouré H2O. Je les ai écrits à gauche. Et une fois que je les ai écrits à gauche, je
note à côté les demi-équations associées à ces couples. Donc HCOH, bah, c'est un acide, il libère son H+, et il se transforme en sa base conjuguée HCO-. Là, j'ai écrit ma demi-équation. A contrario, l'eau H2O, elle récupère un H+, c'est une base, et elle se transforme en H3O+. Là, je viens d'écrire les deux demi-équations, mais dans l'ordre où elles peuvent vraiment se produire, puisque je vous rappelle que nous, les équations, on les lit toujours de gauche à droite, dans le bécher. Et maintenant, c'est très simple, il me reste simplement à faire la somme et éventuellement multiplier par des coefficients multiplicatifs de telle façon à me débarrasser de tous les H+. Donc allons-y pour la troisième étape. Je vais écrire ici. Donc, désolé, je repère un peu de temps, je réécris les équations. Donc HCOOH, donc qui se transformait en H+, plus HCO-. La deuxième, c'était H2O plus H+, qui se transformait en H3O+. On tire un trait en dessous, et on va tout simplement sommer ces deux demi-équations et recopier ce qui reste. Donc le signe égal, je le mets ici. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste HCOH, HCOOH, plus H2O, plus H+, qui est égal à quoi? À H+, et plus HCOH, HCO-, pardon, plus H3O+. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les H+ se simplifient. En réalité, on ne les écrit pas. Hein. Là, je l'ai fait une fois pour que vous vous en rendez bien compte, un petit peu comme mathématiquement. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé comme réaction? Eh bien, il s'est passé la réaction suivante. Cet acide-là, c'était l'acide du premier couple, qu'on avait appelé l'acide 1, s'est transformé en sa base conjuguée. Et la base du deuxième couple, qui était l'eau, s'est transformée en son acide conjugué. On a bien un acide qui réagit avec une base pour former une autre base et un autre acide conjugué des espèces. Ça, c'est vraiment l'équation acide-base qui s'est produite dans la réaction chimique. On va voir un autre exemple, un petit peu plus complexe. Mais si on utilise la même méthode, c'est vraiment la même chose. Écrire la réaction modélisant la transformation chimique entre l'acide chlorhydrique et le tartre, respectivement modélisés par les espèces H3O+, et CO3-, et on vous donne les couples. Alors allons-y. Donc on est bien d'accord que ce qu'on a dans le bécher, entre guillemets, c'est l'acide chlorhydrique qui est symbolisé, comme on s'est dit dans l'énoncé, par H3O+, et puis du tartre qui est symbolisé par CO3-. Donc je recopie mes couples, j'entoure ce que j'ai dans le bécher, donc H3O+, et CO3-, et j'écris à gauche ce que je viens d'entourer. Donc j'ai entouré H3O+, je l'écris donc à gauche. J'ai entouré CO3-, je l'écris à gauche. J'équilibre ensuite mes demi-équations. Je laisse toujours un petit peu de place pour placer les H+. Là, c'est un acide, donc forcément le H+, il sera à droite. Ici, je place l'espèce conjuguée. Le H+ sera forcément écrit ici. Et là, je continue ma méthode, je tire un trait, je dois faire la somme. Mais avant toute chose, il faut toujours vérifier que les demi-équations sont bien ajustées, bien équilibrées. Donc on peut faire ce petit travail rapidement. La première, il y a bien 3 hydrogènes ici, un hydrogène et là, ça fait bien 3. Un oxygène ici, un oxygène là, 1 plus, 1 plus. La première, elle est bien équilibrée, bien ajustée. La deuxième, en revanche, si on regarde en détail, on voit qu'on a ici 3 oxygènes, et là, il y en a seulement 2. Donc ça veut dire que l'équation n'est pas ajustée. Or, on travaille en solution aqueuse. Donc comme on travaille en solution aqueuse, on a le droit de rajouter de l'eau.
Où est-ce qu'on va rajouter de l'eau s'il manque, il manque de l'oxygène? On va rajouter de l'eau du côté où il manque de l'eau. H2O. Résultat maintenant, j'ai bien 2 oxygènes plus 1 oxygène là, ça fait 3. Par contre, j'ai 2 hydrogènes ici. Or là, j'en ai qu'un seul. Donc je multiplie cet hydrogène-là, cet ion H+, par 2. Vérifions maintenant les charges. J'ai 2 plus avec 2 moins. C'est bien neutre. Ici, c'est neutre. La demi-équation est ajustée. Il faut donc que j'additionne maintenant ces deux demi-équations pour avoir l'équation acido-basique qui correspond à ma réaction. Mais on comprend vite que si je vais les additionner, j'aurai un petit souci pour éliminer les H+. Or, dans l'équation acide-base, il y a eu transfert de protons, certes, mais ça ne se voit pas dans l'équation finale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier la première équation par un coefficient 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un 2 ici. De telle façon à éliminer les H+. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à recopier ce qu'on a. Là, j'ai 2H3O+, je vais tout écrire. 2H3O+, plus CO3 plus 2H+. J'ai écrit tout ce qui était à gauche. Va donner quoi? Il ne faut pas oublier que le 2 est en facteur. Hein. Donc 2H+, plus 2H2O. C'est ce qui est là. Hein. Plus CO2 plus H2O. On peut simplifier maintenant, si on regarde bien, les H+. Donc on a bien échangé des H+, ils n'y sont plus. Et puis là, on se rend compte quand même qu'il y a de l'eau. 2 plus 1, ça fait 3. Donc si on écrit correctement l'équation de réaction entre les acides-bases, ça me fait 2H3O+, plus CO3 qui va se transformer en 3H2O plus CO2. Et comme tout à l'heure, qu'est-ce que je remarque? Ici, j'ai l'acide d'un couple, je crois que c'était le premier, oui, c'est l'acide du premier couple, qui s'est transformé en sa base conjuguée. Et puis, à contrario, hein, CO3, c'est la base du deuxième couple qui s'est transformé en l'acide conjugué du deuxième couple. On voit pas bien, c'est un 1 ici, hein, qui est un peu mal fait. Voilà, si vous appliquez cette méthode, normalement, il n'y a aucun souci pour écrire une équation acido-basique. Voilà pour la fin de ce premier chapitre. À bientôt!